Bonjour mon cher Emmanuel. Bonjour Laurence. Cette émission pour nos auditeurs, elle a été enregistrée à l'avance car Emmanuel ne pouvait pas se rendre disponible pendant le colloque et il souhaitait absolument, comme il est depuis le début dans l'aventure, faire partie de ces journées. Donc nous avons choisi cette version, enregistrement à l'avance, et je vais tout de suite dans la première question parce que vous verrez, Emmanuel a des choses décoiffantes et passionnantes à nous dire. Donc, dis-moi Emmanuel, qu'est-ce que le concept d'holomatière? Qu'est-ce que c'est que l'holomatière? L'holomatière, bonne question Laurence. Et au passage, je te remercie pour m'avoir invité à participer à cet excellent colloque. Et je sais combien tu as mis du talent et de l'énergie. Voilà. Alors, l'holomatière, en fait, c'est un autre regard, projette un autre regard sur ce qu'on appelle la matière inerte et en fait quelque chose de vivant. En fait, ça rajoute, on va dire, à la matière ordinaire une dimension que j'appellerais psychique. Alors, quelle est cette dimension? C'est une dimension que j'appelle, il faut que je les caractérise, c'est-à-dire la partie matérielle. Alors, normalement, j'utilise l'image de l'œuf poché. L'œuf poché, on sait tout ce que c'est. C'est une masse blanche. Or, c'est ce qu'on voit, c'est la partie matérielle. Or, à l'intérieur, on sait qu'il y a le jaune. Et pour moi, le jaune caché, donc invisible, c'est cette partie psychique qui, néanmoins, va se manifester dans certains cas. Alors, pourquoi se manifeste-t-elle? Eh bien, l'idée, je vais prendre une autre comparaison. J'ai un bras qui est le bras psychique, qui est en haut, qui est le bras, on va dire, jaune d'œuf, et le bras du bas qui est matériel, qui est le bras donc blanc d'œuf. La fonction sensorimotrice du règne vivant, qui fait qu'on peut décider de bouger ou on peut recevoir des informations de l'extérieur, me dit que s'il y a ces deux strates, l'une psychique, l'autre physique, elles ont la capacité d'interférer. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va interroger directement la physique. Autant la conscience, on ne sait pas forcément ce que c'est, que là, on a un angle d'attaque et un angle d'accroche, dans la mesure où on refuse évidemment le matérialisme. Voilà. Alors, donc je me suis posé la question, à quoi va ressembler cette interface? C'est ça, pour moi, ça a été la question clé. Et je me suis aussi dit que il est de notoriété publique que la physique a identifié des interactions et des propriétés du monde matériel, du monde physique, qui n'ont pas de sens. Ça s'appelle à la fois le problème de la mesure en mécanique quantique et la non-séparabilité ou l'intrication quantique. On sait que ça existe, ça a été vérifié, mais quant à savoir pourquoi il y a ça, ça paraît juste fou. Eh bien, grâce à ce jaune d'œuf, je vais comprendre de quoi il s'agit. Il est normal d'ailleurs, je dis au passage, que les physiciens n'arrivent pas à comprendre ces interactions dans la mesure où elles seraient explicitement psychophysiques, c'est-à-dire feraient intervenir le jaune d'œuf actif, qui en général est inactif, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Alors, première chose, donc cette interface. Ça veut dire que dans la matière, vous voyez, c'est pourquoi ces deux bras peuvent interagir, parce qu'il y a un crochet qui s'enclenche. S'il n'y avait pas de crochet, ce serait deux mondes parallèles qui ne se rejoindraient pas. Donc ça veut dire que dans la matière, il y a un petit crochet qui va vers le psychisme et qui n'est déjà plus totalement le psychisme. Voilà. Et ça va donner lieu à des interactions j'allais dire entre guillemets pataphysiques. Là, on est au cœur de ta théorie de l'holomatière. Est-ce que tu peux nous dire quel est le lien que tu vois entre la réalité, on va dire voilée, décrite par la médecine quantique, et la conscience? Est-ce que ça croise ton sujet d'étude? Alors, d'abord, le réel voilé, c'est une expression de Bernard d'Espagna. C'est pas une expression universellement reconnue dans le milieu de la physique quantique. Alors, ce qui fait que ça a l'air voilé, c'est que quand on n'observe pas, par exemple, une particule, elle est dans un état superposé. Le chat de Schrödinger est à la fois mort et vivant, et on ne sait pas trop ce que c'est. Alors ça, c'est l'état blanc, c'est la matière. Alors, pour répondre, quand on va observer, pour des raisons de cohérence que je n'ai pas le temps d'expliquer, je l'ai fait dans mes livres, pour une raison de cohérence du monde, quand je vais observer ce chat, par exemple, il va être obligé de choisir soit je suis pleinement vivant, soit je suis pleinement mort. Une particule quantique va choisir soit je vais ici, soit je suis là.
parce que elle ne peut pas rester dans cet état flou, donc de réel voilé, parce que sinon il y aurait incohérence. Et cette incohérence a à voir avec quelque chose que j'appelle la quantition. Mais ce serait de trop long développement. En tout cas, ce qui a à voir avec la conscience, c'est plutôt quand le jaune d'œuf est actif, et il est actif au moment de ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Donc ce n'est pas dans les comportements ondulatoires. Quand il y a comportement ondulatoire, pour reprendre ma comparaison, on est au niveau du blanc d'œuf, c'est déterministe, et là, la conscience est en quelque sorte endormie. Elle ne se réveille que quand apparaît un élément d'aléatoire que j'appelle l'endocausal, et à ce moment-là, on n'est plus dans le flou quantique. Oui. Si tu avais une phrase de définition de l'holomatière, ce serait quoi? Eh bien, je dirais que l'holomatière, c'est la matière inerte plus un petit supplément qui est une infime gouttelette de psychisme qui est au sein de chaque particule, qui devient une holoparticule et qui intervient pour sauver la cohérence du monde physique dans certaines situations. Voilà, c'est comme ça que je le définirais. C'est-à-dire, en gros, on a besoin de cette gouttelette endocausale, donc qui est capable de faire des choix, parce que sinon la nature, si elle n'était qu'ondulatoire, elle serait incohérente. Voilà. À cause de quelque chose que j'appelle le principe de quantition, dont je n'ai pas parlé. Mais on peut le démontrer. Voilà. Alors justement, ma deuxième question. On peut le démontrer, dis-tu. Tu penses qu'on peut mener des recherches? Alors, excellente question. Merci Laurence pour me la poser. Alors, il y a deux grands domaines. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, en tout cas au départ, il y a deux grands domaines où la bataille peut s'engager de la preuve expérimentale, l'épreuve de la preuve. Le premier, c'est évidemment la physique. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que quand le blanc, c'est le blanc qui est actif, à ce moment-là, on a un comportement ondulatoire. Quand c'est le jaune, on a une réduction du paquet d'ondes. Il se trouve que il y a donc une dualité. Alors j'appelle le blanc, quand c'est le blanc qui mène la danse, j'appelle ça l'état matière de l'holomatière, et quand c'est le jaune qui mène la danse, j'appelle ça l'état parale. Il fallait que j'utilise un néologisme. Et donc on a une espèce de dualité matière parale, et on peut montrer que cette dualité, c'est justement la dualité onde-corpuscule de la mécanique quantique. Alors c'est déjà un premier truc intéressant. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce parale, qui n'est pas un état matériel, puisque il est essentiellement de l'ordre du psychisme, il n'est pas relativiste. D'ailleurs, au passage, c'est pour ça que quand on veut marier la relativité et les quanta, on a toutes les difficultés du monde, parce qu'il y a un état parale qui n'est pas relativiste, il n'est pas, enfin, il a d'autres, et ça veut dire aussi, notamment, et c'est là où je veux en venir, il n'est pas sensible au champ de gravité, il n'y contribue pas. Ce qui veut dire que, par exemple, si on prenait une grande masse de matière, d'holomatière, donc pour moi, et qu'on la fasse instantanément passer à l'état parale, eh bien, on verrait un effet gravitationnel. C'est une première preuve. L'autre preuve, alors, je suis obligé d'aller vite, mais il y a d'autres preuves. Mais dans le domaine des neurosciences, eh bien, on a quelque chose, ça nous dit quelque chose sur le cerveau, c'est-à-dire sur les fonctionnements. Pourquoi le cerveau est l'organe de la conscience et pas le bout du nez ni mes chaussettes? C'est parce que, selon moi, le cerveau est équipé de structures spécifiques que j'appelle les paralgènes. Et ces paralgènes sont aussi un domaine dans lequel on peut tester. Par exemple, il est de notoriété publique que le cervelet a énormément de neurones, le cortex aussi, le cervelet en a encore plus, et néanmoins, il ne contribue pas à la conscience. Donc, il y a bien quelque chose, quand on dit c'est le nombre des neurones, c'est ce qui se passe dans le cerveau, ça ne suffit pas, visiblement. Contre-exemple, le cervelet. Donc, moi, je dis que dans le cortex, par exemple, cérébral, il y a des structures que j'appelle des paralgènes. Pourquoi des paralgènes? Parce qu'ils génèrent du parale. C'est le parale qui est l'état de la conscience. Voilà. C'est absolument passionnant. Je pense qu'on te retrouvera plus longuement, évidemment, dans les mois suivants sur notre chaîne YouTube. Merci, Emmanuel. Merci de ta contribution et nous te souhaitons le meilleur. Merci Laurence. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.